Bonjour à toutes et à tous. Pendant les 2 mois d'été, je vous ai proposé de découvrir ou de redécouvrir des badas de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, dans l'idée que si vous les avez déjà entendus, vous les réécouterez avec plaisir et si vous les avez manqués, vous apprécierez cette seconde chance. Bruno Patino a analysé le métaverse, ses promesses et ses entourloupes. Julien Lebotte a disséqué la passion inattendue et méconnue du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, pour l'Empire romain. Aujourd'hui et pour les 3 semaines à venir, nous retrouvons Sandy Vercruyssen, professeur de français dans l'un des 384 collèges classés zone d'éducation prioritaire plus dans l'un de ces quartiers qui se sont enflammés en juin dernier. Sandy Vercruyssen décrit sa pratique du théâtre et de la radio avec ses élèves, en évalue les effets et en énumère les obstacles. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour un nouveau Bada de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Bada qui me donne l'occasion et la chance de rencontrer Sandy Vercruyssen. Sandy Vercruyssen, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, mais vous n'avez pas fait ça toute votre vie professionnelle, je veux dire. Vous avez commencé dans une activité qui n'a pas beaucoup de rapport ni avec l'enseignement, ni avec le lieu dans lequel vous enseignez. Qu'est-ce que faisiez-vous ? Exactement. Donc moi, j'étais communicante dans l'industrie du luxe. Je travaillais dans les relations publiques, relations presse, dans les montres essentiellement, la compétition automobile. Enfin voilà, rien à voir. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit vous est apparu, le fantôme de Jules Ferry, et vous avez lâché la montre pour passer dans l'enseignement ? Un jour, comme tout le monde, j'ai eu une pré-crise de la quarantaine. J'étais un peu plus jeune, j'avais 35 ans et j'ai voulu donner du sens à ma vie. Vous voyez, j'étais dans une industrie où je me suis dit à un moment donné, mon métier, c'est de vendre toujours plus cher à des gens toujours plus riches, des choses toujours plus inutiles. Et quand vous commencez à penser comme ça, je crois qu'il faut partir. Alors là, vous avez passé les concours qui permettent d'être professeur et vous vous êtes trouvé dans un endroit où les montres de luxe soit sont pas très nombreuses, soit si elles sont arrivées là, c'est par des filières qui sont pas absolument déclarables. Et vous êtes donc à Aulnay-sous-Bois. Alors expliquons à nos auditeurs où est Aulnay-sous-Bois, c'est la banlieue de Paris, mais quelle sorte de banlieue c'est, pour qu'ils voient un peu mieux dans quel cadre vous exercez votre métier. Alors déjà, Aulnay-sous-Bois, c'est très très vaste. Et il y a vraiment 2 Aulnay-sous-Bois. Il y a le RER B qui s'arrête à la gare d'Aulnay-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois Sud. Là, on est vraiment dans un environnement classe moyenne, très agréable, etc. Et puis, il y a la gare Sevran-Beaudotte qui s'arrête dans Aulnay-sous-Bois Nord. Et là, c'est la cité du Gros Saule, les 1000 et les 3000. Donc, c'est une petite poche qui est en dehors de tout territoire, quelque part, parce que c'est ni Sevran, presque plus Aulnay-sous-Bois, loin de toute structure culturelle, avec un IPS, c'est-à-dire un indice social très bas, et des infrastructures complexes. Voilà. Donc, c'est vraiment loin. On est à peu près 20 minutes de RER de la gare du Nord. Mais c'est surtout qu'on est loin du centre. Vous voyez, à Aulnay-sous-Bois Sud, quand vous arrêtez à la station, il y a tout. Il y a une bibliothèque, il y a des commerces. C'est pas du tout le cas chez nous. Il n'y a rien du tout à Sevran-Beaudotte. Et au milieu de ce Sevran-Beaudotte, il y a donc le lycée dans lequel vous enseignez, qui est le lycée Pablo Neruda. Le collège, oui. Collège. Le collège Pablo Neruda. Combien d'élèves et de quelle provenance sociale et géographique ? Tous du même coin Ah oui, vraiment, le collège Pablo Neruda, il est au cœur de la cité du Gros Saule. C'est 750 élèves, environ 60 professeurs. C'est ce qu'on appelle un collège REP+, donc c'est un collège réseau d'éducation prioritaire renforcé. Il est à côté d'un autre collège qui s'appelle le collège Debussy.
Et il fait partie d'une cité éducative avec un lycée, le lycée Voilôme, dans lequel vont la plupart de nos élèves. Il y a un autre lycée qui n'est pas dans la cité éducative, qui est le lycée Jean Zay, et 12 écoles primaires qui font partie de la cité éducative. Et c'est ce qui est au cœur de la cité. Pour arriver à une structure culturelle, il faut déjà aller un peu plus loin. Il y a un cinéma-théâtre qui s'appelle Jacques Prévert, il faut prendre le bus. Il y a une très belle salle de spectacle qui s'appelle le Nouveau Cap, qui est au cœur de la cité des 3000. Mais pareil, c'est loin, c'est à une demi-heure à pied où il faut prendre le bus. Et ensuite, la première scène nationale, c'est le théâtre Louis Aragon de Tremblay en France, qui là est beaucoup plus loin, qui est une scène nationale chorégraphique. Et voilà, mais dans la cité, la seule entité de la République, on va dire, c'est le collège. C'est le collège Pablo Neruda. C'est tout ce qu'il y a. Mais quand même, il y a cet autre environnement, il y a cet environnement pédagogique, si je puis dire, éducatif, qui est que le lycée est pas loin. Oui, exactement. Donc ça crée quand même... Il y a ce maillage. Voilà. Il y a ce maillage qui a été renforcé par la cité éducative il y a 4 ans. Alors, dans ce collège Pablo Neruda, vous enseignez le français et... pour enseigner le français, ou en même temps que vous enseignez le français, vous intéressez les élèves au théâtre. Pour intéresser les élèves au théâtre, vous avez des partenariats avec la Comédie Française et avec le Théâtre Gérard Philipe, qui est dirigé par Julie Deliquet, que j'ai eu l'occasion de recevoir ici. Commençons par un petit portrait de vos classes. Vous en avez combien? Ça fait combien d'élèves? D'où tombent-ils, si je puis dire, par rapport au français que vous leur enseignez et par rapport au théâtre? Alors nous avons, en REP+, nous sommes limités à 24 élèves. Donc nous avons en moyenne c'est beaucoup dans une classe, entre 4 et 6 élèves en moins que dans un collège classique. Donc c'est des plus petites classes. Ce sont des élèves qui sont démunis. Les parents, le profil de parents chez nous, ils sont démunis psychologiquement, financièrement, parfois intellectuellement. Donc, c'est des élèves qui ont un IPS très bas. Alors, l'IPS, c'est un nouveau chiffre qui permet de mesurer l'environnement social, qui permet à l'enfant ou pas d'acquérir des apprentissages. Pour vous donner une idée, l'IPS moyen en France est de 103. Il n'y a que 10% des collèges qui sont en dessous de 80. Nous, on est à 74. Donc, c'est un profil d'élèves multiculturels, comme toute la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est 200 langues représentées en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un profil multiculturel avec des élèves qui évoluent dans un environnement aimant, des parents qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent, qui aiment leurs enfants, qui veulent leur offrir une autre vie, mais qui, comme beaucoup de parents d'ailleurs, ne savent pas très bien comment faire, avec en plus des difficultés financières, intellectuelles, parfois psychologiques, et très très peu de professionnels pour les aider sur ces points-là. Donc ça donne des classes plus que vivantes. Je crois que c'est un euphémisme. Des enfants qui ont plutôt une mauvaise opinion de l'école, dans leur discours du moins, mais en même temps, c'est le seul endroit où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent faire leur métier d'enfant, comme dirait Pauline Cargomar, et ils le font à fond. Donc, canaliser cette énergie pour en faire un moteur, pour la transformer en quelque chose de positif au travers de l'éducation artistique et culturelle, au travers du sport. Il faut savoir que le Collège Pablo Neruda, c'est pendant des années champion de France de rugby féminin, au cœur d'une cité comme la nôtre, au travers du sport, au travers d'actions pour leur orientation. On travaille énormément sur les métiers d'art, au travers des projets théâtraux, la rencontre des métiers du spectacle vivant, leur faire découvrir de nouveaux métiers qu'ils pourraient faire, au travers d'actions citoyennes avec des associations, au travers canaliser cette énergie en fonction de leur goût, de leur personnalité, pour en faire un moteur, partir de ce qu'ils sont pour en faire un moteur. C'est vraiment notre but au sein du collège Pablo Neruda. Alors, 24 élèves, combien de garçons, combien de filles? Alors, en général, il y a une parité. Ouais, moi, j'ai en général 12 garçons, 12 filles, sauf dans l'atelier théâtre où on a quand même une majorité de filles, il faut l'avouer. Des parents aimants, vous l'avez dit, qui veulent aider leurs enfants, mais dont j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens d'aider les enfants à continuer leur apprentissage scolaire quand ils sont rentrés à la maison. Et j'imagine qu'un certain nombre d'entre eux ne sont même pas alphabétisés. D'abord, et puis souvent, ils ne sont pas là.
Ouais. Il faut savoir que c'est souvent des professions en horaire décalé. Donc, ils travaillent la nuit, le soir, le matin. Ils sont là dans la journée, ils se reposent. Mais dans la journée, les enfants sont à l'école. Donc, ils ne peuvent pas les aider. Souvent, les enfants ne parlent pas la même langue que les parents. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je travaille à Pablo Neruda. C'est-à-dire qu'à force de vouloir les intégrer, ils ne leur parlent pas leur langue, mais en même temps, ils parlent très peu français. Les enfants parlent français, s'expriment en français. Mais quand c'est des adolescents qui ont besoin d'avoir des conversations profondes avec leurs parents, là, il y a un problème de langage, déjà. Et effectivement, ils peuvent rarement les aider sur les apprentissages. Il y en a, mais c'est rare. Donc, on essaie, nous, de mettre en place de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement. On est en train de mettre en place une cordée de la réussite avec Paris 8 pour que des étudiants de Paris 8 viennent aider également à l'aide aux devoirs parce qu'on ne peut pas toujours faire des heures supplémentaires. On en fait déjà beaucoup et on habite en général tous loin de notre collège. Donc, ça rend les choses un petit peu compliquées. Donc, effectivement, ils sont très peu aidés à la maison. Mais des parents qui sont quand même ouverts. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les autres cités, mais dans notre cité au Gros Sol, ils sont toujours partants, les parents. Ils font vraiment partie de la cité éducative, parce que la cité éducative, c'est les structures culturelles, le collège, les parents, la direction et tout le personnel encadrant type CPE. Et ils sont toujours ouverts, ils nous laissent faire tout ce qu'on veut. On peut sortir, on peut les emmener voir des choses. Et ça, c'est une richesse formidable. Mais eux ne peuvent pas le proposer. Ils peuvent rarement l'accompagner parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, intellectuels. Ils doivent aller travailler. Donc, c'est souvent des aides-soignants, des personnes qui travaillent dans le ménage. On a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont techniciens de surface. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans les transports d'urgence. Donc, voilà, des horaires décalés. Ils ne peuvent pas être là. Qui travaillent à l'aéroport, la nuit, etc. Donc, Des élèves qui ont souvent, vous avez dit, une image négative de l'école. Négative sur quel point? Sur le fait que ça va leur servir à rien? C'est négatif sur le fait que c'est un cadre trop rigide, trop structurant? Alors moi, depuis 5 ans que je suis enseignante, j'essaie de comprendre pourquoi. Je sais pas. Le seul conseil qu'on m'a donné quand j'ai choisi de travailler en REP+, c'était une collègue pendant mon année de stage, parce que quand vous devenez enseignant, vous faites une année de stage. En général, pour que vous restiez dans le métier, vous faites votre année de stage dans un collège du centre-ville parisien. Donc moi, j'ai eu la chance de faire mon stage au collège Pilâtre de Rosiers dans le 11e, qui est un collège mixte, sympathique, là, voilà, mais enfin qui n'a rien à voir avec le collège Pablo Neruda. Et j'avais une collègue que j'adore, qui travaille sur les concours d'éloquence, Bérangère Toton. Et cette collègue a travaillé à Valenton, qui était vraiment un collège REP+, pendant 8 ans avant d'être dans le centre de Paris. Et elle m'a dit, je ne te donnerai qu'un conseil, si tu les respectes, ils te respecteront. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand je suis partie là-bas. Si tu les respectes, ils te respecteront. C'est le seul conseil qu'on peut donner. Et quand vous arrivez là-bas, il y a énormément d'enseignants qui sont jeunes, qui ont peur des élèves. Et c'est pas qu'ils ne les respectent pas, mais ils vont directement aboyer en premier. Et les enfants en face, forcément, ils vont aboyer en retour. Et puis ça aboie, puis ça aboie, puis ça aboie. Et puis bon. Quand vous baissez un peu la garde, que vous les laissez entrer tout en encadrant, et que vous essayez d'être positif, enthousiaste, d'aller à l'énergie, de les montrer que vous les aimez, ça se passe plutôt très très bien, sans punition. Et je crois que là, moi, c'est ce que j'observe depuis 4 ans que je suis là-bas. Je vais attaquer ma 5e année. Là, par exemple, il y avait des journées portes ouvertes pour les 6e. Alors bon, j'ai peut-être pas tout à fait bien fait mon travail parce qu'au bout de un quart d'heure de présentation, il y a une CM2 qui a levé la main discrètement et qui m'a dit « Mais madame, en fait, vous enseignez quoi ?» Je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je dise que j'enseigne le français. Mais j'avais bien décoré ma salle, encore plus que d'habitude. J'aurais présenté le teaser de l'atelier théâtre, les émissions de radio, parce qu'on a gagné un concours de l'ANRAT sur des émissions de radio. J'aurais posé des questions sur eux, etc. Ils étaient tout contents. Et puis, en passant dans les couloirs, j'ai vu comment mes collègues s'y prenaient. Et mes collègues, ils leur expliquaient que ça allait être dur, que le collège, c'est dur, qu'il va falloir être sage, qu'il va falloir travailler dur. Et je me dis, quel enfant a envie d'entendre ça? Moi, j'étais une enfant très, très, très difficile au collège. Et moi, si tu me disais, ça va être dur, il va falloir... Moi, je partais en courant. C'est normal.
Alors que si j'avais un enseignant qui me souriait, qui me disait « tu vas voir, on va bien s'amuser », bon, parfois il va falloir travailler quand même, hein, mais on va bien s'amuser. Je crois qu'il y a cette espèce de discours parce que les enseignants ne sont pas du tout formés. Les jeunes enseignants, ils sont formés à leur matière. Ils ne sont, les vieux, pareil d'ailleurs, ils sont enseignants, ils sont formés à leur matière et à enseigner leur matière. On n'a pas 1 heure de psychologie adolescente dans notre formation. On n'a pas 1 heure de pédagogie dans notre formation. Les seuls à avoir de la pédagogie, ce sont les professeurs de PS. Nous, on n'en a pas du tout. Donc, vous arrivez devant des adolescents, vous ne connaissez pas les adolescents. Moi, ma sœur, elle travaille avec des adolescents toute la journée, elle dirige une MEX, elle me dit, c'est hallucinant, comment vous pouvez faire ? Et donc, il y a beaucoup de malentendus, d'incompréhension, de situations qui auraient pu être désamorcées, qui ne le sont pas, même si le personnel d'encadrement est vraiment très présent. Nous, on a 3 CPE, on a 12 AED, ce qu'on appelait des pions à mon époque. On a des aides pédagogiques, on en a 3. On a une direction formidable qui, pour une fois, est restée, parce qu'il y a ça aussi en REP+. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le collège, c'est ma 3e direction. 3e principale. Donc, pour construire des projets dans la durée, pour donner un projet d'établissement qui tienne la route, qui soit construit en CA avec les parents et avec tous les acteurs de l'équipe éducative et qui permettent aux élèves de s'y retrouver, c'est compliqué. Tout ça complique les choses. Même dans une académie comme l'Académie de Créteil, qui est une académie pilote, qui a beaucoup de moyens. Nous, on a des résidences in situ par le département, on a la région de Drac qui nous aide, on a la cité éducative, on a énormément de dispositifs qui nous aident. C'est très difficile de mettre en place un projet lisible pour les élèves dans lequel ils se retrouvent et qui les motive. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence in situ ? Alors, une résidence in situ, c'est le département qui va travailler avec un groupe de professeurs volontaires sur une thématique donnée et on va avoir un artiste in situ dans le collège pendant, je crois que c'est 30 heures normalement. Cette année, c'était 60 heures parce qu'on était sur 2 collèges. Mais normalement, c'est 30 heures et qui va aboutir à un projet en fin d'année avec les élèves. Donc, par exemple, cette année, nous avons travaillé avec le laboratoire de Bernard Stiegler au Centre Pompidou, qui a désigné le collectif BAM, qui est un collectif de jeunes beaucoup issus de l'ENSCI, qui ont travaillé avec les élèves. l'ENSCI, c'est une des maladies de l'éducation nationale et des DRAC, mais c'est de nous faire avaler des quantités de sigles. Mais de quoi s'agit-il ? L'École nationale supérieure, parce que ça, toutes les écoles nationales sont supérieures. Des sciences du design et de l'industrie. Merci beaucoup. Et qui est une école absolument extraordinaire en partenariat avec beaucoup de très grandes écoles, et donc des profils d'élèves très atypiques. Et là, en l'occurrence, nous avons eu une jeune femme, designer, passionnée de jeux vidéo, et qui a construit avec les élèves un très gros projet autour de Mindtest, qui est alors là, je ne suis pas une spécialiste, mais un logiciel de jeux vidéo, en gros, qui permet de modéliser en 3D des espaces urbains, notamment. Donc, les enfants, le but était de construire un lien entre les 2 collèges, parce qu'ils se disputent, parce que donc le collège Pablo Neruda et Debussy, apparemment, en dehors des murs, ça peut être très violent, etc. Donc l'idée, c'était habiter votre ville. Et les élèves ont dessiné des choses en 3D sur Mindtest absolument extraordinaires, avec ces artistes. Ils ont inventé par exemple, je pense à ça, sur le lac du Saussé, qui est juste à côté, ils ont inventé des magasins flottants qu'ils ont eux-mêmes dessinés en 3D. Et ensuite, on a créé tout un storyboard en français, en art plastique. Toutes les matières se mettent autour de ce projet pour aboutir à un projet en fin d'année avec les artistes à l'intérieur du collège. Et nous reconduisons, c'est exceptionnel, d'habitude c'est une année et puis ça tourne. Et là, l'année prochaine, nous allons reconduire un projet in situ sur le thème de l'égalité filles-garçons. Et nous sommes en train de discuter d'une compagnie de théâtre qui pourrait nous accompagner avec le CLEMI, qui est le centre de formation aux médias, avec ZEP, la zone d'expression prioritaire d'Édouard Zambeau. Voilà. Donc, essayer d'utiliser toutes les ressources du collège,
puisque nous avons une professeure documentaliste qui a réussi à monter un studio radio à l'intérieur du collège. Donc, utiliser toutes les ressources du collège pour communiquer sur ce projet, tout en fédérant les élèves autour d'un projet. Parce que c'est comme ça que ça marche. L'enfant, s'il comprend où il va et pourquoi il travaille, il y va. S'il ne comprend pas, s'il se sent ballotté en 26 heures de cours, il passe de la physique-chimie à l'histoire-géographie sans que ça ait aucun sens pour lui et d'ailleurs pas pour grand monde, il n'a pas envie. Alors, je vous propose que nous terminions là cette première partie de la conversation. Il y a encore nombre de sujets, notamment celui du théâtre et celui de la radio que vous venez d'évoquer. Mais avant qu'on termine ce premier épisode, combien d'élèves par classe, vous l'avez dit, mais combien de classes vous avez et lesquelles? Ah, pardon. Alors, nous sommes une équipe de 8 professeurs de lettres. Donc, c'est 4h30 de français par semaine. Donc, vous avez en moyenne, moi j'ai 4 classes. Ça tourne dans les équipes, alors suivant les personnalités. Moi, normalement, j'ai plutôt 2 quatrièmes, 2 troisièmes. Là, ça fait 2 ans que des collègues voulaient des 4e et des 3e, donc j'ai pris des petits, des 5e, j'ai appris. C'est un peu compliqué, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc voilà, vous avez 4 classes, normalement sur 2 niveaux. Moi, j'ai pris sur 3 niveaux, c'était intéressant. Et puis, vous avez des professeurs quand même en général qui sont... Ceux qui ont des 6e gardent les 6e, parce que ça, c'est maintenant du cycle 3, donc c'est vraiment dans la continuité du CM1, CM2. C'est un métier quand même un peu différent, la 6e. Et la 3e, parce qu'on travaille sur l'orientation. C'est nous qui faisons l'orientation. Donc, une fois que vous êtes bien formé sur l'orientation avec les élèves, vous essayez de rester professeur principal au moins d'une 3e. Sandy Verkusen, merci. Nous nous retrouverons pour parler des aventures du collège Pablo Neruda avec la Comédie Française et avec le théâtre Gérard Philipe.